Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool pour cette session de révision, de correction live des sujets de terminale technologique en philosophie. Alors aujourd'hui, le premier, on avait donc 3 sujets, 2 sujets de dissertation. L'expérience peut-elle être trompeuse? Peut-on maîtriser le développement technique? Et un sujet d'explication de texte, d'un texte de Montesquieu qui s'appelait L'esprit des lois. Alors, on va d'abord commencer avec le premier sujet de dissertation, l'expérience peut-elle être trompeuse? Sur ce sujet, on avait 3 pièges à éviter. D'abord, celui classique de reprendre son cours. Ce sujet demande de bien traiter les notions proposées sans tomber dans la récitation. Ensuite, de répondre tout simplement oui ou non, parce qu'on a une question et c'est assez tentant de le faire, mais vraiment, sur les dissertations de philosophie, on ne veut pas de réponse simpliste. Et ensuite, le troisième risque, ça pouvait être de définir l'expérience de façon trop restreinte, seulement comme celle de l'homme d'expérience, alors que le sujet demande vraiment de traiter l'expérience qui a trait à la connaissance par rapport à la vérité. Donc ici, on est vraiment dans un sujet assez classique, parce que l'expérience est une des notions au programme de terminale technologique. Cette notion, elle appartient plus largement au domaine de la vérité, qui comprend aussi les notions de raison et croyance. Ce sujet a donc trait à la philosophie de la connaissance, à l'épistémologie. Et le but ici, c'est de questionner la valeur scientifique de l'expérience par rapport à la notion clé de vérité ou à la notion de connaissance. Ici, on avait des repères au programme, donc comme absolu, relatif, abstrait, concret, objectif, subjectif ou encore contingent, nécessaire, possible. Et c'était utile de pouvoir les replacer dans votre dissertation. Donc pour l'analyse du sujet, alors là on est vraiment dans le moment clé en fait de votre devoir, donc il faut vraiment bien définir les termes. Alors l'expérience, on pouvait donner 3 définitions progressives. Donc d'abord, on a une première définition simple. Donc l'expérience est un fait vécu, un certain rapport avec le monde, et cette notion elle est couramment utilisée dans le sens avoir de l'expérience, c'est-à-dire c'est l'instruction acquise par l'usage de la vie. On dit parfois de quelqu'un qu'il est un homme d'expérience lorsqu'il a acquis un savoir par la pratique, l'habitude, l'accoutumance. Quand on va chercher une définition plus philosophique, l'expérience c'est une forme de connaissance acquise par la sensibilité, c'est-à-dire par les sens. Elle s'oppose à la connaissance innée, acquise seulement par la raison, la pure théorie. La connaissance liée à l'expérience implique nécessairement ce contact avec le réel. Et on a un troisième sens qui est là plutôt scientifique, donc l'expérience ou l'expérimentation est une étape de la connaissance scientifique. C'est une épreuve destinée à vérifier une hypothèse ou à étudier des phénomènes, soit par l'observation de faits naturels, soit par l'observation de faits provoqués et répétés dans le cadre d'une expérimentation scientifique. Ensuite, il fallait définir peut-elle être, c'est-à-dire donc le verbe. C'est toujours très important de définir les verbes dans vos dissertations de philosophie. Donc ici, on questionne la possibilité, la potentialité que l'expérience soit trompeuse, c'est-à-dire à quel degré l'expérience peut être ou non considérée comme une source de connaissances valide. Ensuite, on avait le terme trompeuse. Alors justement ici, on a un terme qui n'est pas très philosophique et il fallait faire attention à bien le conceptualiser. Donc ce qui est trompeur, c'est ce qui relève de l'opinion, de la croyance. Et cela mène à penser que l'expérience n'est pas nécessairement source de certitude, car elle est subjective. Donc ce qu'on va se demander, c'est si on peut se fier ou non à l'expérience sensible. On arrive alors au moment de la problématisation, à la suite de l'analyse du sujet. Donc le grand problème de l'expérience, c'est son rapport à la connaissance liée à la raison seule, à la théorie. Donc la question, c'est ici de savoir si l'expérience peut être féconde cognitivement et scientifiquement parlant, ou si pour atteindre la vérité, on doit plutôt chercher à s'éloigner de ce rapport sensible vis-à-vis du réel. Donc on peut proposer la problématique suivante. L'expérience permet-elle la connaissance? Ou encore, comme j'ai dit précédemment, peut-on se fier à l'expérience sensible pour atteindre la connaissance? Ensuite, on a fait une proposition de plan. Alors, donc, la première partie qu'on pouvait proposer, c'est l'idée que l'expérience est source d'opinion et s'oppose à la connaissance. Donc, en fait, on valide la thèse proposée par le sujet en disant que l'expérience peut être trompeuse.
Donc d'abord, on opposait en fait l'expérience à la connaissance. En fait, l'expérience est subjective et donc amène à un savoir particulier, alors que la connaissance est objective et permet d'arriver au général, voire à l'universel. Ensuite, on pouvait Mince. Oh, excusez-moi. Hop. Petit problème de plan. Donc ensuite, on pouvait se référer à Platon pour dire que l'expérience sensible, c'est une forme de savoir faible. C'est-à-dire que dans la hiérarchie des savoirs, l'expérience est de l'ordre de l'opinion et elle s'oppose à la connaissance liée à la raison. Donc en fait, ce qu'explique Platon, c'est que quand on cherche à connaître le monde visible, on peut seulement être dans l'opinion et la croyance, alors que pour arriver au vrai savoir, il n'y a que la raison qui nous permet justement d'arriver à cette vérité. Donc au plus bas de l'échelle des savoirs correspond l'expérience, alors que le domaine de la science est lié à l'intellect et permet d'y arriver la pensée discursive ou plus encore l'intellection pure. Donc selon Platon, l'expérience est trompeuse et source d'illusions, donc il faut s'en détacher pour parvenir à la connaissance. Donc on a vraiment une opposition radicale entre expérience et connaissance. On pouvait continuer dans cette partie qui pose l'expérience comme étant trompeuse avec Descartes, en voyant que en fait, pour arriver à la connaissance, on a une méthode qui est vraiment fondée seulement en raison, avec en fait seulement des capacités intellectuelles détachées du monde réel, donc l'intuition, la déduction et le doute chez Descartes. Cependant, après avoir vu que l'expérience pouvait être trompeuse, on peut se demander si on peut réellement s'émanciper de l'expérience pour arriver à la connaissance. On se demandera si le rapport au réel n'est pas indispensable pour comprendre le monde. Ainsi, en deuxième partie, on pouvait proposer toute connaissance est le fruit de l'expérience, c'est-à-dire qu'on n'a aucune connaissance sans expérience. Donc d'abord, il y a l'idée que les théories seules ne peuvent mener qu'à un savoir abstrait et détaché du monde. C'est-à-dire que les philosophes empiristes, comme par exemple Locke et Hume, considèrent l'expérience comme absolument nécessaire à la connaissance. En effet, qu'est-ce qu'on pourrait connaître sur le monde sans expérience? Ils critiquent l'innéisme, c'est-à-dire l'idée qu'on peut avoir des idées directement seulement grâce à l'intellect et à la raison, avec l'idée aussi que les principes naissent a priori dans notre esprit. Pour les empiristes, c'est l'idée qu'on défend ici, toute connaissance dérive directement ou indirectement de l'expérience, et il n'y a aucune activité propre qui vient seulement de l'esprit. Donc c'est des stimuli extérieurs qui permettent à l'esprit d'atteindre la connaissance et nos idées ne sont élaborées que par rapport à nos impressions sensibles. Ensuite, on pouvait voir que l'expérience est une étape nécessaire du savoir. C'est l'expérience des faits qui permet d'atteindre la connaissance, notamment celle de la causalité. Par exemple, lorsqu'on voit un événement se reproduire plusieurs fois et qu'on voit qu'il y a un lien entre A et B, on va déduire que effectivement, par l'accoutumance, par l'expérience, ces phénomènes A et B sont reliés et ne sont pas seulement corrélés, mais qu'ils sont liés par un lien de causalité. L'expérience ainsi n'est pas toujours trompeuse, elle est une étape pour connaître le monde, notamment pour les phénomènes physiques. Reste qu'elle ne permet pas de déterminer si les phénomènes sont contingents ou nécessaires et elle n'est pas indispensable à toutes les sciences, comme par exemple les mathématiques ne font pas vraiment usage de l'expérience, mais seulement de l'abstraction pour réussir à faire des raisonnements logiques. Le problème de ce raisonnement, c'est que en fait, l'empirisme peut mener d'une certaine manière au relativisme, c'est-à-dire à dire que de toute façon, avec l'expérience, tout peut dépendre et les choses peuvent arriver de façon totalement contingente. Et là, on a un problème parce qu'avec la connaissance, on cherche à arriver au général et pas au particulier. Donc, il faudrait donc diriger l'expérience pour qu'elle ne soit pas trompeuse et permettre d'arriver à la connaissance. Et c'est ce qu'on propose en troisième partie, donc cette direction de l'expérience pour arriver à la connaissance. Alors d'abord, on peut diriger l'expérience par l'entendement. Ici, on pouvait se référer à Kant, pour qui la science est expérimentale et mathématique. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire sans une conjugaison entre l'expérience, qui fournit la matière de la connaissance, et la raison, qui va venir mettre en forme ce que l'expérience apporte. Donc tout savoir, selon Kant, est dual. Il est fruit de l'expérience et de l'entendement. Et l'expérience, aidée par l'entendement, n'est pas trompeuse. D'un autre côté, Kant critique la raison pure,
car pour lui, l'expérience détermine la limite de la connaissance, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut connaître que ce qu'on expérimente, et le reste, on peut seulement le penser, c'est du domaine des idées et on ne peut pas le connaître. Donc en fait, l'expérience, c'est la limite de la connaissance. Par ailleurs, on peut aussi diriger l'expérience par l'expérimentation scientifique. Là, justement, on pouvait se référer à des exemples d'expérimentation scientifique où l'expérience n'est pas trompeuse, mais c'est une source de savoir. Elle est réglée selon une méthode et un processus prédéterminé qui permet en fait de tester des hypothèses scientifiques. Comme l'explique Karl Popper, l'expérience permet de falsifier des théories et donc de tester la validité de la connaissance acquise par la raison. Donc on a vraiment en fait une communication entre raison et expérience, et l'expérience n'est pas seulement trompeuse, mais une véritable source de connaissances réglée et dirigée par la raison. Ainsi, en conclusion, on pouvait dire qu'il faut en fait distinguer entre les différents types d'expériences. C'est-à-dire que si l'expérience ordinaire apparaît trompeuse, on ne peut pas se détacher totalement du rapport au monde et de l'expérience sensible, car pour connaître le monde, on doit l'expérimenter et on doit en fait diriger l'expérience, soit via l'entendement, notamment dans les sciences expérimentales, via des procédés réglés, une méthode qui permet en fait de diriger l'expérience et d'en tirer une source, d'en tirer du savoir. On peut passer maintenant à certaines questions. Oui, pardon. Alors, sur le sujet, en problématique, j'ai mis « Peut-on apprendre de nos erreurs ?» Est-ce que c'est vraiment tout pourri? On demande Mixiel. Alors, donc, mettre en problématique « Peut-on apprendre de nos erreurs ?» Ce n'est pas… en fait, ça traite une partie du sujet, puisqu'en fait, l'expérience, comme on a dit dans l'analyse du sujet, la première définition, c'est effectivement être un homme d'expérience, donc avoir acquis un savoir pratique. Donc effectivement, c'était une dimension du sujet qu'on a moins traitée ici, qui est intéressante, mais peut-être que ici vous avez un petit peu loupé la partie scientifique, qui était aussi une grosse dimension du sujet, mais c'est aussi une partie qui était intéressante à traiter. Ilva qui dit en intro, moi j'ai parlé de l'allégorie de la caverne, est-ce que c'est bon? Alors, parler de l'allégorie de la caverne ici, c'était très intéressant. C'est une référence qu'on pouvait utiliser notamment, j'ai parlé de Platon un peu plus tôt, on pouvait utiliser soit la ligne épistémologique, soit l'allégorie de la caverne qui a trait aussi à l'idée que l'expérience sensible est source d'opinion et donc ne peut permettre d'arriver à la connaissance. Donc c'était une référence tout à fait légitime pour ce sujet-là. Lionel qui nous dit, moi la problématique de la question 1, je dis, est-ce qu'on peut dire que peut-on dire que l'expérience est une excuse à la tromperie? Alors, mettre en problématique, peut-on dire que l'expérience est une excuse à la tromperie? La formulation est un peu étrange ici, donc je ne sais pas quel traitement tu en as fait, ce sera à ton correcteur de voir ce qu'il en est. Aurélien qui nous dit, personnellement, je n'ai pas parlé de la religion, j'ai défini le terme expérience, j'ai parlé d'expérience professionnelle, personnelle, amoureuse, etc. Est-ce que c'était une bonne idée? Alors, donc pour ce sujet, ne pas traiter de la religion, ce n'était pas un problème. En revanche, c'est vrai que parler seulement de l'expérience vécue, donc amoureuse, professionnelle, etc., c'est une façon un peu restreinte de traiter le sujet, mais ça a sa place ici. C'est pas hors sujet, mais c'est un peu restreint. Rebecca qui nous parle de son plan, moi j'ai mis l'expérience est le fondement de toute vérité, la vérité A, vérité inaccessible, B, expérience égale réflexion au préalable, C, toute connaissance s'acquiert. Est-ce que c'était une bonne idée? Alors, pour ce plan… fondement de toute vérité en grand 1. Donc, fondement de toute vérité en grand 1, l'expérience comme fondement de toute vérité, grand 2. Justement, elle a pas mis grand 2 en fait, elle a mis ses petits A dans sa première partie. Bon. En A, elle a mis la vérité inaccessible, en B, expérience égale réflexion au préalable. D'accord. Et en C, toute connaissance s'acquiert de… elle n'a pas fini sa phrase. Voilà. Bon, c'est un peu compliqué de traiter un plan à moitié écrit. Désolé. Méthodo, je crois. Sujet 3, est-ce qu'il faut une problématique? Alors, on traite le sujet 3 juste après, donc vous inquiétez pas. Petite question de Julie, est-ce que tu sais s'ils prennent en compte l'orthographe? Parce que je suis
pas très à l'aise en orthographe? Alors, effectivement, dans toutes vos copies de bac, l'orthographe, c'est important. Après, c'est une partie minime du barème. Si votre réflexion tient, là, en philosophie, on veut que vous ayez un raisonnement logique. Donc, c'est ça qui est le plus important. Mais effectivement, l'orthographe est pris en compte. Et dernière petite question qui revient très souvent. Moi, j'ai pas trop mis de citations, j'avais zappé, j'avais pas trop d'auteurs en tête. Est-ce que c'est grave? Alors, rassurez-vous, pour les citations, c'est pas très important. Ici, on vous en met pas mal juste pour que vous voyez si jamais celle que vous avez mise pouvait, ou celle qui était dans votre programme pouvait aller dans cette réflexion. Mais ne vous inquiétez pas, tant que vous avez des exemples et que votre réflexion est riche, on ne vous demande pas de mettre énormément de citations et vous pouvez, dans une certaine mesure, vous en passer. Je pense qu'on peut enchaîner. Ok, alors on va passer à une proposition de correction du sujet 2. Donc, le sujet 2, c'était peut-on maîtriser le développement technique? Alors, il y avait 3 pièges à éviter là aussi sur ce sujet. Donc, comme pour le premier, le oui-non, parce que le verbe peut-on renvoie à l'idée de degré, et pas à une réponse simpliste où juste on pourrait dire oui ou non. Deuxième piège, ne pas analyser et définir le verbe maîtriser. Ici, il fallait vraiment traiter des questions de contrôle, de limitation de la technique, donc bien définir le terme. Et ensuite, là, on avait vraiment un sujet qui appelait à citer des exemples concrets. C'est un sujet très actuel qui présente plein d'exemples potentiels, donc il ne fallait pas hésiter à faire référence à votre culture générale pour nourrir votre réflexion. Donc pour les notions en programme, là on a la notion clé de technique qui est à votre programme de terminale techno. Et ça appartient au grand domaine de la culture. Donc c'est vraiment un sujet qui était très riche, très actuel et assez controversé où il fallait faire parfois un petit peu attention à ce qu'on disait. Donc pour l'analyse du sujet, encore ici, j'insiste, c'est un moment vraiment clé de vos dissertations. Il faut vraiment définir bien les termes. Alors, peut-on ici, on questionne là encore la possibilité, la potentialité de la maîtrise, de la limitation des progrès techniques et technologiques. Ici, on peut distinguer la possibilité technique de la possibilité morale. C'est les deux champs qu'on interrogera dans ce sujet-là. Ensuite, donc pour le terme maîtriser, donc on a un verbe assez vague qui doit vraiment être précisé au fil du raisonnement à travers des degrés différents. Il y a plusieurs manières de maîtriser. Ça va de la domination, du contrôle, à la simple régulation. Donc là, on a vraiment la question de l'intervention qu'on peut faire ou non dans le développement de la technique et qui peut intervenir, quelles limites on doit opposer au développement de la technique. Ensuite, donc, le développement technique, pour avoir un synonyme, donc c'est le progrès technique, c'est l'avancée des moyens humains pour se rendre maître de la nature. Ici, on pouvait en fait redéfinir un petit peu la technique. Donc en grec, c'est l'ensemble des règles qu'il faut suivre dans un art donné. Donc d'abord, dans la tradition, on avait une définition de la technique qui était proche de l'art. Et en fait, dans la technique moderne, la technique s'est plutôt rapprochée du domaine scientifique. Donc on pourrait la définir ici comme l'ensemble des applications de la science, de la connaissance scientifique qui ont pour finalité d'être utiles à l'homme et d'augmenter sa maîtrise de la nature. Vraiment, la technique, c'est l'utilité. Et le développement technique renvoie aux usages que font les hommes des progrès de leurs connaissances, aux applications concrètes de leur savoir. Donc pour problématiser, alors on pouvait utiliser des accroches. Ici, ce qu'on propose, c'est le fait que cette année ont lieu les états généraux de la bioéthique, donc ce qui a trait vraiment à cette question de la limitation du développement technique. Donc ces questions de bioéthique sont au cœur justement du sujet de ce sujet, car elles interrogent les limites qu'il faut poser au progrès technique. Donc il fallait interroger ici la tension entre technique et nature. Et le problème ici, c'est celui de la légitimité d'une telle limitation. C'est vraiment cette question-là qui est au cœur du sujet. Quelles valeurs peuvent guider cette maîtrise du progrès technique? Qu'est-ce qui fonde la critique et la régulation de la technique? Donc on a vraiment deux dimensions dans ce sujet, à la fois scientifique
et morale, puisqu'on a vraiment une question de valeur qui est très clé ici. Alors, on pouvait proposer un développement en 3 parties. Donc d'abord, la première partie, ce serait les bénéfices du développement de la technique. Ensuite, une deuxième partie qui verrait les dangers de la technique. Et ensuite, une troisième partie qui proposerait une articulation entre technique et morale. Donc d'abord, sur les bénéfices du développement de la technique, il faut voir que les progrès techniques vont avec les progrès de l'humanité. C'est-à-dire que le développement technique, c'est le propre de l'homme. En fait, la technique, c'est ce qui nous permet de nous distinguer notamment des animaux, même si dans certaines sociétés animales, on peut observer des dispositifs techniques, des dispositifs régulés. Mais ces dispositifs-là, ils ont trait à l'instinct et non pas à l'invention, comme chez l'homme. L'homo faber, pour reprendre l'expression d'Hannah Arendt, se sépare par son inventivité de la vie naturelle et donc augmente ses capacités et sa maîtrise de la nature. Ainsi, dans une deuxième partie, on pouvait voir que la technique permet aux hommes de se rendre maîtres et possesseurs de la nature. On reprend ici une citation de Descartes dans le discours de la méthode. Ce qu'explique Descartes, c'est que la technique nous libère des contraintes naturelles, elle permet d'améliorer la vie humaine et de nous rendre, selon lui, plus sages et plus habiles. Donc la technique, elle permet de poursuivre des fins utiles au-delà d'une simple poursuite du confort. On pouvait se référer par exemple ici à l'exemple des vaccins et aux différents progrès de la médecine qui ont vraiment permis aux hommes de se libérer de contraintes naturelles, d'améliorer l'espérance de vie, d'améliorer aussi nos conditions de vie. Cependant, après avoir vu tous ces bénéfices de la technique, qui est bien bénéfique et utile à l'homme, et un moyen indispensable de l'émancipation humaine, on peut voir que la maîtrise de la nature par la technique induit de nombreux risques. Donc c'était l'objet d'une deuxième partie, les dangers de la technique. Donc la technique a de nombreux risques, qu'ils soient physiques, économiques et éthiques, et ici on en a décrit quelques-uns. Donc d'abord, voir qu'entre la technique et la nature, il y a un rapport inversé. C'est-à-dire que si d'abord on a utilisé la technique pour se rendre maître et possesseur de la nature pour en fait améliorer nos conditions de vie dans la nature, les développements techniques modernes ont créé un rapport inversé. C'est l'environnement qui est maintenant mis en danger. On peut par exemple faire référence au nucléaire ou à la pollution générée par l'invention du plastique. Ensuite, au-delà de ces risques environnementaux causés par les progrès techniques, on a un autre risque lié à la question de la liberté et de l'égalité. Donc la technique, elle n'est pas seulement libératrice, comme l'expliquait Descartes, mais elle peut aussi créer un rapport d'aliénation. Et là, ça c'est la réflexion de Marx, qui explique que les nouvelles conditions de travail dans les usines qui ont été mises en place à partir de la révolution industrielle ont induit une aliénation des travailleurs vis-à-vis des machines qu'ils devaient utiliser. Et au-delà de la philosophie marxienne, on pouvait aussi citer un exemple actuel parce qu'aujourd'hui, on est aussi dans une forme d'aliénation vis-à-vis de nos outils techniques dont on ne peut réellement s'émanciper, que ce soit pour le travail ou pour nos loisirs. Et par ailleurs, ces outils techniques ils posent la question de la liberté parce que, notamment, il y a la question de la protection de nos données personnelles qui peuvent être utilisées et monétarisées par les grandes firmes technologiques que sont les GAFA, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, etc. Par ailleurs, la monétarisation de certains développements techniques, comme par exemple certaines interventions chirurgicales, mais aussi la possibilité d'acheter des robots, etc., renforce parfois certaines inégalités sociales déjà présentes. Donc on a en fait des rapports d'inégalité qui peuvent se creuser avec les progrès techniques. Donc en raison de ces dangers, il y en avait plein d'autres sur lesquels vous pouviez élaborer, il semble qu'il faille proposer une forme de régulation des progrès techniques. Donc dans un dernier temps, on propose une articulation de la technique et de la morale. C'est-à-dire qu'en fait, on ne laisserait pas la science se développer seule, mais il y aurait une forme de contrôle moral sur les développements scientifiques. Donc c'est ce qu'on propose dans une troisième partie, qu'on a intitulée « Vers une technique raisonnée ». Donc d'abord, il y a l'idée que la technique moderne n'est pas seulement un instrument, c'est une provocation de la nature. C'est-à-dire que la technique n'est pas neutre, ce n'est pas seulement un moyen pour atteindre une fin, elle est liée à une conception instrumentale de la technique. Donc plus encore que les mauvais usages de la technique, on peut critiquer le projet de domination, de provocation de la nature qui est lié à cette vision instrumentale.
La technique moderne considère la nature comme une ressource à sa disposition. On utilise par exemple donc, les ressources halieutiques, les ressources énergétiques pour nos développements sociaux et économiques, alors que la technique traditionnelle utilisait la nature sans la provoquer et sans la mettre en danger. Ici, on pouvait suivre Heidegger et voir qu'en fait, il faudrait changer de paradigme vis-à-vis de la technique et développer un nouveau rapport qui soit plus raisonné. Et c'est ce qu'on propose dans une deuxième partie. Donc, pour une technique responsable, là, on pouvait par exemple citer Rabelais qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et avec ce terme de conscience, il s'agit de proposer une articulation entre science et morale. Et en pratique, cette articulation, elle est possible grâce à des institutions comme le comité d'éthique, où les scientifiques sont mêlés à d'autres professions, parfois même à la société civile, pour dialoguer autour de questions liées au développement scientifique. Donc la technique, elle doit être modérée. Comme l'explique Jean Rostand, l'homme est devenu trop puissant pour se permettre de jouer avec le mal. L'excès de sa force le condamne à sa vertu. Ainsi, il faudrait penser à une technique responsable qui serait respectueuse de l'environnement et de la nature face aux différentes dérives. Mais en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la technique, elle est à la fois limitée par elle-même, par la science, mais aussi par la morale, par une forme de recul critique. Cela dit, on est quand même face à une forme d'aporie parce qu'il est difficile de déterminer les fondements de cette raison technique, mais aussi difficile de déterminer des limites alors même qu'on a une science et une technique qui sont en avancée perpétuelle. On peut prendre quelques questions. Quelques questions. Ouais. Alors, Gaëtan qui nous dit, est-ce que c'est hors sujet si on parle beaucoup de la technique artistique? Alors, ici, parler de la technique artistique, donc ce n'est pas tout à fait hors sujet, puisqu'on est dans le grand domaine de la culture, mais reste que c'était une dimension assez mineure dans ce sujet-là, parce qu'on était vraiment sur le développement technique scientifique. Ok. Nala qui nous dit, moi j'ai proposé comme plan, alors on a vraiment trois parties cette fois. D'accord. Grand 1, l'homme reste maître de la technique. Grand 2, l'évolution de la technique lui permet d'être au même niveau que l'homme. Et 3, la technique maîtrise l'homme. J'ai pas bien compris dessus. Ok, alors donc ce plan, grand 1, ouais, l'homme maîtrise la technique, et la technique maîtrise l'homme. Bon, c'est une articulation assez intéressante qui est relativement proche de ce qu'on propose ici. Le seul dommage peut-être, c'est de ne pas proposer un dépassement. Et c'est ce qu'invite à faire ce sujet avec l'idée de la morale. Mais on a bien cette dialectique entre eux, en fait, dans le rapport en fait, complexe que l'homme entretient avec la technique. Est-ce qu'il la domine ou elle finit par le dominer? Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans le grand. Moi, j'ai cité comme exemple le mythe de Prométhée et la controverse de Valladolid. D'accord. Donc le mythe de Prométhée et la controverse de Valladolid, c'était des références très intéressantes, notamment le mythe prométhéen. Je pense que c'était une très bonne idée de le citer ici. Je crois que c'est là. Pouvait-on parler des échanges culturels, j'imagine, dans le sujet 2 Ici, la question des échanges, elle est un peu moins centrale. Ça dépend un peu du traitement que vous en avez fait, à vrai dire. Je crois que c'est à peu près tout. Ok, bon alors si les questions sont terminées, on peut passer au troisième sujet. Donc là, on n'est plus sur de la dissertation, mais sur une explication de texte. Donc on vous rappelle que vraiment, ici, on n'est pas sur un corrigé type, mais c'est vraiment un exemple de traitement. Et on fait vraiment une proposition de plan. Donc ce texte, c'était donc un extrait de l'Esprit des lois, un texte paru en 1748 et écrit par Montesquieu. Donc ce texte avait trait à la notion de liberté, qui est ici couplée à la dimension politique et qui avait donc rapport aussi aux lois. On avait vraiment une définition politique de la liberté. Donc il va s'agir ici de définir ce qu'est la liberté politique, qui est une liberté très particulière, qui se fait sur fond de contraintes, et on va donc questionner ce paradoxe entre la liberté et la contrainte des lois. Donc dans la première question, il s'agissait de dégager l'idée principale du texte,
et les étapes du raisonnement. Donc d'abord, il fallait dégager la thèse de Montesquieu. Ce qu'on aurait pu dégager, c'est l'idée que la liberté politique, aussi paradoxale soit-elle, parce qu'elle contraint l'individu par le biais des lois, est ce qui garantit la liberté individuelle. Donc c'est vraiment cette tension entre liberté politique et liberté individuelle au sein d'un État. Pour les étapes du raisonnement, il y avait deux moments clés dans le texte. Donc un premier moment qui allait du début du texte à que l'on ne doit pas vouloir. Donc l'idée d'abord c'était de définir la liberté politique. Ensuite, le deuxième moment pour Montesquieu, c'était de distinguer indépendance et liberté et de voir que la liberté, en fait, dans la limite des lois, enfin la liberté politique n'a lieu que dans la limite des lois qui fixent les droits et les devoirs. Donc la liberté, dans un deuxième moment, il fallait la voir comme garante de la liberté individuelle. Et c'est donc le deuxième moment de la réflexion de Montesquieu. Ensuite, donc dans un deuxième moment, donc là c'était vraiment dégager le plan du texte. Donc dans un deuxième moment, qu'on n'a pas ici en slide, il fallait expliquer les différentes citations. Donc d'abord, dans les démocraties, le peuple paraît faire ce qu'il veut. Donc, comme on a dit précédemment, donc, la démocratie, elle se définit par la volonté du peuple. Donc, la communauté, dans une démocratie, semble bien agir comme elle le veut. Mais cela suppose également une distinction entre volonté particulière et volonté générale. Donc, en fait, il y a l'idée que Montesquieu, ici, explique qu'en fait, il y a une sorte d'illusion qui dirait que dans les démocraties, le peuple serait absolument libre. Car en effet, là on peut expliquer la deuxième citation, la liberté ne peut consister qu'à pouvoir faire ce que l'on doit vouloir. Donc la liberté politique, selon Montesquieu, est reliée au devoir. Je ne peux pas être libre politiquement si je fais ce que je veux. C'est-à-dire que la liberté, ce n'est pas la licence de faire absolument n'importe quoi, mais c'est faire selon ce que je dois vouloir. Et ce que je dois vouloir, c'est fixé par la volonté générale et les lois. Donc je suis libre seulement dans le cadre des lois. Ensuite, dernière définition à donner, que signifie l'indépendance dans le texte? Donc ici, l'indépendance, ça signifie s'exclure des lois de la société, agir indépendamment du collectif. Donc ici, l'indépendance pour Montesquieu est dangereuse et elle est en fait contraire à la liberté puisqu'elle est liée au fait de s'exclure du cadre collectif de vie. Dans un troisième moment, pour cette explication de texte, vous pouviez en fait, on vous demandait de faire une sorte de petite dissertation. Ici, donc, on a un exemple de plan détaillé. Alors, dans une première partie, on pouvait reprendre la thèse de Montesquieu, qu'on a identifiée au début. Donc, l'idée que, oui, les lois sont nécessaires à la liberté. Donc, d'abord, on pouvait voir que, selon Montesquieu, la liberté, c'est une liberté politique avant tout, c'est-à-dire dans le cadre de la démocratie, dans le cadre des lois, qui fixent l'ensemble des droits et des devoirs, donc ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire. Ensuite, avec Montesquieu toujours, donc les lois, qui sont en fait ce qui détermine la liberté politique, sont la garantie des libertés, de la liberté individuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut être libre que individuellement, que dans ce cadre législatif fixé par les lois dans le cadre de l'État. Ensuite, dans une deuxième partie, on pouvait mettre en tension en voyant qu'il y a un paradoxe dans la liberté politique, car les lois contraignent la liberté individuelle. En effet, comme l'explique Montesquieu, dans la liberté politique, je ne fais pas vraiment ce que je veux, mais ce que je dois vouloir, c'est-à-dire ce que la loi me dicte de faire. Ainsi, on est dans une conception de la liberté négative, c'est-à-dire on est libre dans ce cadre restreint, que définit la loi. Dans un troisième moment, on pouvait éventuellement proposer un dépassement avec l'idée que les lois morales seules permettent de dépasser ce paradoxe. Donc ça, c'était vraiment un plus si vous pouviez proposer ce dépassement. Ce n'est pas absolument nécessaire puisque ici, on s'éloigne un petit peu du texte de Montesquieu. On pouvait introduire la distinction entre liberté,
donc la liberté politique définie par Montesquieu, et l'autonomie, qui est d'obéir à ses propres lois. Dans la liberté, on obéit à des lois qui nous sont extérieures, et dans l'autonomie, on obéit à des lois qui nous sont propres, qui nous sont internes, et que le sujet se dicte à lui-même. Ainsi, dans un dernier moment, on pouvait dépasser donc, cette liberté négative en voyant que la liberté, la vraie liberté, est morale et non politique, car c'est celle dont je suis moi-même l'auteur. On peut passer aux questions. Oui, alors, Amélie qui nous demande si on n'a pas fait une mini-dissertation, elle a fait la question 3, est-ce que c'est grave? Alors, quand je dis mini-dissertation, effectivement, donc, vous n'aviez pas à faire une dissertation, mais comme là, on vous proposait un sujet qu'il fallait de toute façon traiter avec une articulation logique. Après, on ne vous demande pas de faire quelque chose de très long, mais il faut articuler et proposer quelque chose d'un petit peu problématisé. Parler de légitimité, d'égalité, de justice dans le sujet 3, est-ce que c'est bien? Alors ici, comme comme Montesquieu propose une réflexion qui a une dimension politique, effectivement, parler de légitimité, de justice, c'est tout à fait, ça peut être bien amené. Après, il faut pas trop s'éloigner du texte, mais comme il avait trait aux lois, c'est tout à fait légitime de parler de justice. Pas du tout parler de politique, nous dit Chloé, est-ce que c'est bien ou pas? Alors ici, ne pas du tout parler de politique, c'est un peu problématique parce que vraiment la définition de la liberté selon Montesquieu, c'est la liberté dans l'État, dans la démocratie. Donc c'était important de parler de la dimension politique. Je crois que c'est pas mal, je fais un petit peu le tri au fur et à mesure, pardon. Moi, je pensais que le sujet 3 et les questions étaient deux choses différentes. Du coup, j'ai expliqué le sujet 3 en faisant intro et j'ai répondu aux questions directement. Est-ce que c'est vraiment une bêtise? Je pense qu'en fait, il a répondu à des questions dans l'ordre. Oui. Donc, pour le sujet 3, il faut effectivement répondre dans l'ordre aux questions. Vous pouviez éventuellement faire une petite introduction sur le texte, mais il faut juste répondre aux questions. D'abord dégager la thèse, ensuite expliquer les citations, puis faire la troisième question. Question qui est revenue plusieurs fois, est-ce qu'on peut donner notre opinion en dissertation? Alors, donc, donner son opinion en dissertation, c'est toujours... en fait, la question, c'est pas tellement de donner son opinion ou non, mais c'est surtout la façon dont vous allez le présenter. Il faut toujours qu'il y ait des concepts, que ça soit clair, et ne pas dire forcément « je pense que », mais on pourrait penser que. C'est une histoire en fait de formulation, donc il faut juste faire attention à ce que ça soit pas trop personnel. Que c'est bon. Pour la partie 2, j'ai dit que la phrase sur la démocratie était un préjugé qu'avait le peuple. Est-ce que ça fonctionne? Alors pour l'idée du préjugé qu'avait le peuple, alors il y a de toute façon ici l'idée avec le il paraît que, effectivement, donc c'est assez intéressant de... Oui, on pouvait parler de préjugés ou d'idées reçues, selon laquelle en fait la liberté était totale dans la démocratie. Et c'était éventuellement une piste intéressante. Oui. Est-ce que c'est grave si on n'a pas parlé de beaucoup de philosophes, si on n'a pas placé beaucoup de références dans le sujet 3? Alors, pour le sujet 3, ne pas placer trop de références, c'est pas important parce que vraiment, ce qu'on vous demande, c'est de vous focaliser sur le texte, d'expliquer les différents termes, de vous concentrer sur Montesquieu. Donc, c'est bien d'apporter un peu d'exemples, si vous pouvez, éventuellement quelques références extérieures, mais ce qu'on vous demande, c'est vraiment de faire l'explication de ce texte et seulement de ce texte. Donc, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Bon, alors on arrête les questions. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce live corrigé. Et je vous invite à continuer à nous suivre toute la semaine sur toutes les matières du bac. On reste avec vous.